une d'épaule. L'épaule unit le thorax au bras, elle est limitée au haut par la clavicule et le bord supérieur de la scapula, au bas par le bord inférieur du muscle grand pectoral et le bord inférieur de la scapula, en dehors par le bord libre du moignon de l'épaule, en avant et en dedans par la région mammaire, en arrière et en dedans par le bord linéaire de la scapula. L'épaule comprend 4 parois, antérieures, postérieures, médiane et latérale, une base et une cavité axillaire. La paroi antérieure est constituée par 2 plans musculaires, l'un profond, l'autre superficiel. Le plan profond est constitué par le muscle subclavier et le muscle petit pectoral. Premièrement, le muscle subclavier. Le muscle subclavier s'insère sous la jonction costochondrale de la première côte. Le corps musculaire se porte au haut, en dehors et en arrière et se termine sur le sillon creusé sur la face inférieure de la clavicule au niveau de son tiers moyen. Donc ce muscle agit selon 2 points fixes. Lorsque les côtes sont fixes, il abaisse le moignon de l'épaule. Lorsque l'épaule est fixe, il devient aspirateur accessoire parce qu'il soulève la première côte. Ce muscle est innervé par le nerf subclavier qui est une branche collatérale du plexus brachial. Deuxième muscle, toujours du plan profond, c'est le muscle petit pectoral. Le muscle petit pectoral s'insère par 3 digitations chacune sur la 3e, 4e et 3e côte. Donc sur les côtes C3, C4 et C5. Le corps musculaire se porte au haut, en dehors et en arrière et se termine par un tendon sur le segment horizontal du processus coracoïde de la scapula. Donc ce muscle agit selon 2 points fixes. Lorsque les côtes sont fixes, il attire le processus coracoïde et ce mouvement permet une rotation médiane de la scapula et ce mouvement s'appelle contrebalance de la scapula parce qu'il rapproche l'angle inférieur de la scapula de la ligne médiane. Ce muscle est innervé par le nerf pectoral médian. Le deuxième plan est formé par un seul muscle, c'est le muscle grand pectoral. Ce muscle grand pectoral s'insère suivant une ligne courbe, concave en bas et en dehors, depuis la clavicule jusqu'à la gaine du muscle droit d'abdomen, et comprend 3 chefs. Un chef s'insère sur les 2 tiers médiaux du bord antérieur de la clavicule, c'est le chef claviculaire. Donc ce chef est recliné vers le haut pour ne pas cacher les autres structures. C'est le chef claviculaire. Il s'insère sur les 2 tiers médiaux du bord antérieur de la clavicule. Le deuxième chef, c'est le chef sternocostal qui s'insère sur le mandibulium sternal, sur le corps du sternum, qui sont également reclinés. Donc ça, c'est le chef sternal qui s'insère sur le mandibulium et qui s'insère également sur le corps du sternum. Ce muscle est recliné vers la ligne médiane pour ne pas cacher les autres structures. Ce muscle s'insère aussi sur les 6 premiers cartilages costaux. Et il s'insère sur donc, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième cartilage costaux. L'ensemble des faisceaux du muscle grand pectoral converge vers l'extrémité supérieure de l'humérus et se termine par un tendon en forme de U. Donc ce tendon est formé de la manière suivante. Le chef claviculaire donc, se dirige
et se termine sur la partie antéro-supérieure du tendon. Le siège sternocostal converge vers le tendon et suivi d'une torsion, de telle sorte que les fibres supérieures se terminent sur la partie inférieure du tendon et les fibres inférieures se terminent sur la partie postérieure du tendon. Le troisième faisceau est le faisceau abdominal. Ce faisceau abdominal se confond avec le faisceau sternocostal. Faisceau sternocostal. Faisceau claviculaire. Ce muscle permet une adduction, donc c'est un muscle adducteur qui sort du bras. Il permet aussi la rotation médiale du bras. C'est le muscle qui permet de croiser les bras. Lorsque l'humérus est fixe, le muscle grand pectoral soulève le tronc et permet de grimper. C'est le muscle des grimpeurs. Le muscle grand pectoral est innervé par le nerf pectoral latéral et accessoirement par le nerf pectoral médial. Deuxièmement, la paroi médiane. La paroi médiane du thorax comprend un seul muscle, c'est le muscle dentelé antérieur du thorax. Le muscle dentelé antérieur du thorax s'insère sur les 10 premières côtes par 3 faisceaux. Le faisceau supérieur s'insère sur le bord externe de la première côte et sur la face externe de la deuxième côte et sur une arcade fibreuse qui réunit la première à la deuxième côte. Ce muscle s'insère sur le bord externe de la première côte, sur la face externe de la deuxième côte et sur une arcade fibreuse qui réunit la première à la deuxième côte. Les fibres se portent en haut, en arrière et en dehors et se terminent sur la surface dentelée supérieure de la scapula, c'est-à-dire située au voisinage de l'ombre supérieur de la scapula. Le faisceau moyen s'insère sur la face externe de la deuxième, de la troisième et de la quatrième côte, selon une ligne oblique en bas et en avant. Les fibres musculaires se portent en arrière et se terminent sur la lèvre antérieure du bord médial de la scapula. Le faisceau inférieur s'insère sur les côtes suivantes, c'est-à-dire sur la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la 10e côte, selon une ligne oblique en bas et en arrière. Le corps musculaire s'enroule sur la cage thoracique et se termine sur la surface dentelée inférieure et sur la partie voisine de la lèvre antérieure du corps médial de la scapula. Donc il se termine sur la surface dentelée inférieure et sur la partie voisine de la lèvre antérieure du corps médial de la scapula. Ce muscle permet d'attirer la scapula en dehors. Donc il permet d'attirer l'angle inférieur de la scapula en dehors et comme ça il élève le moignon de l'épaule vers le haut. Donc c'est un muscle qui permet ce qu'on appelle la balance de la scapula. Ce muscle permet la rotation externe de la scapula, appelée balance de la scapula. Ce muscle est en rapport avec l'artère thoracique latérale et en arrière de l'artère thoracique latérale court le nerf thoracique long qui assure l'innervation des différentes digitations du muscle dentelé antérieur du thorax. En arrière de l'artère thoracique latérale descend le nerf thoracique long qui assure l'innervation des différentes digitations du muscle dentelé antérieur du thorax. La paroi postérieure est constituée par des parties hautes situées en avant de la scapula et en arrière de la scapula.
Premièrement, des parties molles qui sont situées en avant de la scapula. Les parties molles qui sont situées en avant de la scapula sont représentées par un muscle volumineux qui s'insère sur toute l'étendue de la fosse subscapulaire. Le muscle converge de l'extrémité supérieure de l'humérus. Il s'insère sur des lignes obliques de la fosse subscapulaire par des lames fibreuses et sur le reste de son étendue par des fibres charnues. Le muscle subscapulaire s'insère sur toute l'étendue de la fosse subscapulaire. Il s'insère par des lames tendineuses sur les crêtes de la fosse subscapulaire et par des fibres charnues sur le reste de l'étendue de la fosse subscapulaire. Les fibres musculaires convergent vers l'extrémité supérieure de l'humérus et se terminent sur le tubercule mineur de l'humérus. Ce muscle permet l'adduction et la rotation médiale du bras. Il est innervé par deux nerfs, le nerf subscapulaire supérieur et le nerf subscapulaire inférieur. Au niveau de cette paroi, on trouve la terminaison du muscle dentelé antérieur du thorax. Bien sûr, ce muscle appartient à la paroi médiane. Donc, il s'insère ici sur la lèvre antérieure du bord médial de la scapula. Donc, ce muscle a été coupé, ici, il est coupé, et il reste une petite portion de son trajet qui s'insère sur le bord médial de la scapula et qui s'élargit au niveau des surfaces dentelées supérieures et inférieures. Au niveau de cette paroi, on retrouve aussi deux muscles qui appartiennent à la région postérieure, mais qui viennent se terminer ici sur la crête du tubercule mineur. Ce sont le muscle grand rond, qui s'insère sur la face postérieure de l'humérus, qu'on verra sur le schéma suivant, et qui se termine ici au niveau de la crête du tubercule mineur. Le muscle grand dorsal, c'est un muscle aussi qui appartient en partie à l'épaule, mais ce muscle a une insertion large, on va détailler avec le schéma suivant. Donc c'est un muscle qui se trouve sur la face postérieure de la scapula et il se termine par un tendon enroulé et qui vient se terminer sur la crête du tubercule mineur en avant de l'insertion du muscle grand. Donc c'est le muscle grand dorsal. Muscle grand rond. Muscle subscapulaire et muscle dentelé antérieur du thorax. Au niveau de cette région, on trouve ici le faisceau postérieur du plexus brachial qui passe en avant du muscle subscapulaire, en avant du muscle grand rond, en avant du muscle grand dorsal, puis ce nerf s'engage derrière l'humérus et se continue par le nerf radial. Et ce faisceau donne au niveau de la partie antérieure du muscle subscapulaire ces deux branches, le nerf axillaire qui traverse ici l'espace axillaire latéral et le nerf radial qui passe en avant du muscle grand rond et du grand dorsal et qui glisse ici en arrière de l'humérus dans le sillon radial et apparaît ici derrière l'humérus. Le nerf axillaire entoure la face postérieure du col chirurgical de l'humérus et réapparaît à ce niveau-là pour innerver le muscle deltoïde. Le faisceau postérieur donne deux branches. Le nerf thoracodorsal qui se distribue au muscle
grand dorsal, et le nerf subscapulaire inférieur qui se distribue au muscle grand rond et accessoirement au muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire reçoit son innervation du nerf subscapulaire supérieur qui se détache du faisceau postérieur du plexus brachial. La partie inférieure du muscle est innervée par le nerf subscapulaire inférieur, accompagnant le nerf axillaire, donc passe l'artère circonflexe postérieure de l'humérus. En avant se trouve ici l'artère subscapulaire qui se divise en artère circonflexe de la scapula et artère thoracodorsale. L'artère thoracodorsale descend en avant du nerf thoracodorsal. Le nerf axillaire donne un petit rameau ici pour l'articulation scapulo-humérale. Les parties molles qui se trouvent en arrière de la scapula sont représentées par des muscles disposés en haut et en bas par rapport à l'épine scapulaire. Au-dessus de l'épine scapulaire s'insère le muscle supraépineux qui s'insère sur les 2 tiers médiaux de la fosse supraépineuse. Le corps musculaire se porte en dehors et se jette sur une lame tenduneuse qui passe sous l'articulation acromioclaviculaire. Elle coiffe ensuite l'articulation scapulo-humérale et se jette sur la facette supérieure du tubercule majeur de l'humérus, qui existe à peu près à ce niveau-là, caché par le muscle deltoïde. Le muscle a été coupé ici pour pouvoir représenter des structures en rapport avec l'incisure scapulaire. Au-dessous de l'épine scapulaire se trouve le muscle infraépineux qui s'insère sur la plus grande partie de la fosse infraépineuse, sur les 3/4 pratiquement de la fosse infraépineuse, et ce muscle converge vers l'extrémité proximale de l'humérus et se différencie en 3 faisceaux. Ce sont des faisceaux qui apparaissent surtout sur la face superficielle du muscle. Et ils se distinguent en faisceaux supérieurs, moyens et inférieurs. Le faisceau supérieur s'insère sur la partie supérieure. Le faisceau moyen s'insère sur la partie moyenne. Ces muscles donc, vont être coupés pour pouvoir représenter tout à l'heure les vaisseaux et les nerfs qui assurent la vascularisation et l'innervation. Le faisceau supérieur et le faisceau inférieur empiètent un peu sur le faisceau moyen. Et ce muscle continue son trajet, on va ici le représenter par un seul faisceau, et il se termine sur la facette moyenne du tubercule majeur de l'humérus. Ce muscle permet l'abduction et la rotation latérale du bras. Au-dessous du muscle infraépineux apparaît le muscle petit rond, le muscle petit rond qui s'insère sur la partie latérale de la fosse infraépineuse et plus précisément sur la partie supérieure latérale de la fosse infraépineuse. Le corps musculaire se porte en haut et en dehors, passe en arrière de l'articulation scapulo-humérale et se termine sur la facette inférieure du tubercule majeur de l'humérus. Ce muscle est situé à cheval entre l'abduction et l'adduction et on dit qu'il permet l'adduction du bras. Donc c'est un muscle qui permet la rotation latérale du bras et accessoirement une adduction du bras. Alors que les autres muscles sont des muscles abducteurs. Le muscle supraépineux et le muscle infraépineux sont des muscles abducteurs et surtout le muscle supraépineux, c'est un muscle indispensable
est primordial pour l'abduction, parce que c'est lui qui amorce l'abduction. Il permet les 15 premiers degrés d'abduction. Autrement dit, la paralysie du muscle supraépineux rend l'abduction impossible. Le muscle suivant est représenté par le muscle grand rond. Le muscle grand rond s'insère sur la partie inférieure latérale de la fosse infraépineuse. Le corps musculaire se porte au haut et en dehors. Il glisse en avant de l'extrémité inférieure de l'humérus et se termine sur la crête du tubercule mineur de l'humérus. Le muscle suivant, c'est le muscle grand dorsal. Le muscle grand dorsal est un muscle large. Il s'insère sur les processus épineux des 6 dernières vertèbres thoraciques, sur les processus épineux des vertèbres lombaires, sur le tiers postérieur de la crête iliaque et sur la crête sacrale médiane. Il s'insère aussi par 4 digitations sur la face postérieure des 4 dernières côtes. Ce muscle présente une insertion accessoire sur l'angle inférieur de la scapula. Ce muscle converge vers l'extrémité proximale de l'humérus. Il glisse sous le muscle grand rond et subit une torsion de telle sorte que les faisceaux inférieurs deviennent supérieurs et inversement. Il se termine sur la crête du tubercule mineur en avant du muscle grand rond. L'humérus, la scapula, le muscle petit rond et le muscle grand rond déterminent ici un espace triangulaire. Et cet espace triangulaire s'appelle le triangle scapulo-huméral. Ce triangle est traversé par le chef-long du triceps brachial. Le chef-long du triceps brachial s'insère sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula. Il glisse en avant du muscle petit pectoral, puis il descend verticalement derrière le muscle grand rond et le muscle grand dorsal, et comme ça il divise le triangle scapulo-huméral en 2 zones différentes, une zone latérale appelée l'espace axillaire latéral, une zone médiale qui s'appelle l'espace axillaire médial, et une zone inférieure qui s'appelle l'espace axillaire inférieur. Dans ces espaces passent des structures vasculo-nerveuses qu'on va détailler ultérieurement. Au niveau de l'incisure scapulaire, passe ici le nerf suprascapulaire. Ce nerf suprascapulaire passe sous le ligament transverse de la scapula, puis il glisse sous l'épine de la scapula et apparaît ici dans la fosse infraépineuse où il se distribue au muscle infraépineux. Donc le nerf suprascapulaire assure l'innervation du muscle supraépineux et du muscle infraépineux et il passe sous le ligament transverse de la scapula au niveau de l'incisure scapulaire. Ce nerf est accompagné par l'artère suprascapulaire qui passe au-dessus du ligament et qui accompagne le nez pour assurer la vascularisation des muscles supraépineux et infraépineux. L'artère passe en pont au-dessus du ligament transverse. Le nez passe dans l'incisure scapulaire, sous le ligament transverse de la scapula. Le nerf axillaire contourne le col chirurgical de l'humérus et se divise en 2 rameaux. Un rameau antérieur qui contourne le col chirurgical de l'humérus qui se distribue à la partie antérieure du muscle deltoïde, c'est-à-dire au chef claviculaire et au chef acromial. Le nerf axillaire contourne le col chirurgical de l'humérus et se divise en 2 rameaux. Le rameau antérieur contourne le col chirurgical et se distribue au chef acromial et claviculaire du muscle deltoïde. Le rameau postérieur se distribue à la partie postérieure du muscle deltoïde. Ce nerf donne un nerf sensitif qui se distribue à la partie supérieure du bras et qu'on appelle le nerf cutané latéral supérieur du bras. Nerf cutané latéral supérieur du bras. Donc rameau antérieur et rameau postérieur.
Ce nerf est accompagné par l'artère circonflexe postérieure de l'humérus qui chemine au-dessous du nez. Donc l'artère circonflexe postérieure de l'humérus qui chemine au-dessous du nez et qui se ramifie au muscle deltoïde. Donc, autrement dit, l'espace axillaire latéral est limité au haut par le muscle petit rond, et en avant par le muscle subscapulaire, en bas par le muscle grand rond et grand dorsal, en dedans par le chef long du triceps brachial, et en dehors par l'humérus. Et il libre passage au nerf axillaire et à l'artère circonflexe postérieure de l'humérus. L'espace axillaire médial est limité en dedans par le bord latéral de la scapula, au haut par le petit rond et le subscapulaire en avant, et en bas par le grand rond et le grand dorsal, et en dehors par le chef latéral du triceps brachial. Il libre passage au vaisseau circonflexe de la scapula, l'artère circonflexe de la scapula accompagnée de ses veines. L'espace axillaire latéral est limité par, en dehors du l'humérus, en dedans le chef long du triceps brachial, et au haut, le grand rond et le grand dorsal. Il libre passage au nerf radial et à l'artère brachiale profonde. Sur le bord médial de la scapula apparaît ici l'insertion du muscle rhomboïde le long du bord médial, au haut, au muscle élévateur de la scapula, et sur le versant supérieur de l'épine de la scapula, le muscle trapèze. La paroi latérale est constituée principalement par le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde s'insère par trois chefs. Un chef qui s'insère en avant sur la clavicule, un chef qui s'insère sur le versant latéral et s'insère sur l'acromion, et un chef postérieur qui s'insère sur l'épine de la scapula. Le chef antérieur, c'est le chef claviculaire qui s'insère sur le pied latéral du bord antérieur de la clavicule. Les fibres musculaires convergent en bas et en dehors et se terminent sur la branche antérieure de la tubérosité deltoïdienne. Le chef acromial s'insère sur le bord latéral de l'acromion et le corps musculaire descend presque verticalement et se termine sur l'extrémité inférieure de la tubérosité deltoïdienne. Le chef épineux qui a été coupé et épiné s'insère sur le versant inférieur de l'épine de la scapula. Le corps musculaire se porte en bas et en dehors et se termine sur la branche postérieure de la tubérosité deltoïdienne. Cette paroi est constituée accessoirement par trois autres muscles. Le muscle coracobrachial s'insère sur le sommet du processus coracoïde. Le corps musculaire se porte en bas, en dehors et en arrière et se termine sur une empreinte rigueuse située au tiers moyen de la face antéromédiale de l'humérus. Le chef court du biceps brachial s'insère sur le sommet du processus coracoïde. Il descend oblique en bas et en dehors et se continue par un gros chalut qui s'unit avec celui du chef long, à peu près au niveau du tiers supérieur du bras, pour former le corps musculaire du biceps brachial. On arrive à la synthèse ici de l'épaule et on remarque que l'épaule est constituée par une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi latérale et une paroi médiane. Ces parois sont constituées par le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral, le muscle deltoïde, le muscle subscapulaire, le muscle infra-épineux, le muscle petit rond, le chef long du triceps brachial, le muscle coracobrachial, le muscle biceps brachial avec ses chefs, le chef court et le chef long qui existe ici dans le sillon intertubérculaire. Oui, en arrière, on trouve ici le muscle grand rond et le muscle grand dorsal en arrière. Le muscle grand dorsal en arrière. Sur la paroi médiane, sans doute ici le muscle dentelé antérieur du thorax,
et les muscles intercostaux donc, qui appartiennent à la paroi du thorax. Ces 4 parois déterminent une cavité, la cavité axillaire, dont les structures ont été détaillées précédemment au niveau des vaisseaux et du plexus brachial. On va essayer de faire la synthèse. Donc, au centre, on trouve l'artère axillaire avec la veine axillaire, et autour de ces vaisseaux se disposent les branches terminales du plexus brachial. Le nerf médian chemine en avant de l'artère axillaire. Le nerf radial chemine en arrière de l'artère axillaire. Le nerf ulnaire chemine dans l'angle dièdre postérieur des vaisseaux axillaires. Le nerf cutané médial de l'avant-bras chemine en avant de la veine axillaire. Le nerf cutané médial du bras chemine sur la face médiane de la veine axillaire. Le nerf radial accompagne ici l'artère axillaire. L'artère circonflexe postérieure de l'humérus qui contourne ici le col chirurgical de l'humérus, et elle est accompagnée par le nerf axillaire. Et bien sûr, les veines circonflexes aussi postérieures de l'humérus. Sur la face antérieure du muscle subscapulaire, on trouve ici l'artère thoraco-dorsale. L'artère thoraco-dorsale est accompagnée par le nerf thoraco-dorsal et elle est aussi accompagnée par le nerf subscapulaire inférieur. Le nerf musculo-cutané chemine dans l'épaisseur du muscle coraco-brachial. Sur la paroi latérale se trouve l'artère thoracique latérale. Cette artère est accompagnée par les veines thoraciques latérales et par le nerf thoracique long. Au niveau de la face latérale de l'épaule se trouve le nerf cutané latéral supérieur du bras. Donc la cavité axillaire est délimitée par les muscles de la paroi antérieure, les muscles de la paroi postérieure, la paroi latérale et la paroi médiale de l'épaule, et la paroi médiale de la région axillaire.